c'est pas seulement une évolution lente, c'est vraiment le basculement dans une autre dimension. J'ai envie de commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà joué à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes allé sur ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pour lui demander de produire du contenu? C'est vertigineux. Quand je pose la question dans des salles, quand je fais des conférences, un tiers des gens lèvent la main, le doigt. Ça veut dire que les 2/3 des personnes, au moins, n'ont aucune notion, n'ont pas pu percevoir d'à quel point l'intelligence artificielle allait pouvoir bouleverser le champ de l'information, parce qu'il bouleverse la production d'informations qui donne des capacités totalement inédites dans l'histoire. Et c'est pas seulement une évolution lente, c'est vraiment le basculement dans une autre dimension. J'étais ces derniers jours avec Maria Ressa, la prix Nobel de la paix philippine, américano-philippine, une journaliste qui a créé un site aux Philippines, qui a été en proie au régime autoritaire de Duterte, mais qui sait aussi comment des plateformes technologiques, des outils peuvent fragiliser le journalisme et détruire la démocratie. Elle l'a expérimenté. Aux Philippines, Facebook, c'est l'espace public. Elle en a vu les effets. Le jour où elle a prononcé son discours de réception du prix Nobel à Oslo, elle a utilisé une expression dans ce discours. An invisible atom bomb has exploded in our information ecosystem. Une bombe atomique. Au fond, les réseaux sociaux, après les moteurs de recherche, c'était un changement radical des modes de distribution de l'information. Et où, dans les canaux de distribution, les algorithmes ont pu être mis toutes sortes de contenus n'ayant rien à voir les uns avec les autres. Après la distribution, la production. Et ça peut avoir des effets décuplés sur le journalisme, sur les médias, sur le débat public. Bien entendu, j'oublie pas les aspects positifs de l'intelligence artificielle, de la technologie en général, en médecine, dans de multiples domaines, y compris dans le champ de l'information, mais voir les effets positifs ne doit pas amener à ne pas voir les effets négatifs, voire les effets de basculement. L'un des fondateurs d'une des grandes agences en matière d'intelligence artificielle, qui s'appelle Mustafa Suleyman, qui a cofondé DeepMind à Londres, a publié récemment un livre qu'il a intitulé en français « La déferlante ». Ça, c'est la deuxième vague, le deuxième effet de souffle. On ne va pas faire entrer l'intelligence artificielle dans sa bouteille, mais la question, c'est comment on arrive à l'endiguer. C'est pas un risque pour les journalistes, c'est un risque pour nous tous, êtres humains, citoyens. C'est de se retrouver dans la caverne de Platon, où nous serions condamnés à regarder sur les murs des ombres sans savoir à quoi elles correspondent. Et de fait, il est possible que d'ici quelques années, certains avancent des chiffres, 99% du contenu sur le web soit généré par l'intelligence artificielle. En tout cas, il n'y a pas de limite à la production de contenu par l'intelligence artificielle, là où les êtres humains qui veulent produire des contenus à valeur ajoutée ont évidemment des limites. Il n'y a pas de limite à la transformation de la réalité, avec le danger des deepfakes, qui permettent de jouer sur nos émotions. Et dans les conflits, partout, on voit des scènes extrêmement émouvantes. Alors parfois, ce sont des photographes qui les ont prises avec honnêteté, qui les ont saisies, et puis d'autres fois, tout simplement, c'est de la construction de la réalité. Plus de 75% des personnes interrogées, qui sont issues du monde des médias, disent qu'elles utilisent l'IA dans au moins un des domaines de la chaîne de valeur de l'information. Bref, le monde des médias, du journalisme, commence à se saisir de l'IA. Évidemment, chacun a des préoccupations éthiques. De nombreux médias ont commencé à développer des chartes, des lignes directrices. Alors souvent d'ailleurs dans une logique économique, pour éviter que les droits sur leur production ne leur échappent lorsque l'IA agrège des données sans aucune traçabilité. Nous avons décidé à Reporters sans frontières de lancer un travail pour une référence internationale commune sur l'éthique. Et nous l'avons lancé en juillet 2023. C'est Maria Ressa, dont je parlais au début de cette intervention, qui l'a présidée. 32 personnalités ont été réunies de 20 pays, 10 principes. Je ne vais pas les exposer ici, mais des principes sur le fait que l'éthique doit gouverner les choix technologiques au sein des médias, sur le fait que le jugement humain doit rester central dans les décisions éditoriales, le fait que les médias doivent aider la société à discerner avec confiance les contenus authentiques et synthétiques, c'est-à-dire ceux qui ont été produits par l'IA, et enfin que les médias doivent prendre part à la gouvernance mondiale de l'IA et défendre la viabilité du journalisme lorsqu'ils négocient avec les entreprises. Pour maîtriser l'IA,
Reporters sans frontières a aussi lancé le projet Spinoza pour permettre aux journalistes de garder le contrôle sur leurs outils de production. Bref, pour maîtriser l'IA, il ne faut pas lui tourner le dos, il ne faut pas la regarder arriver comme si on était des lapins dans les phares de la voiture. Il vaut mieux prendre le dossier à bras-le-corps. Il ne faut pas opposer les principes à l'innovation. Poser des principes, ça n'est pas brider l'innovation. Et au fond, si on regarde l'histoire, si on regarde la charte de Munich, par exemple, qui est la charte édictée au début des années 70 pour le journalisme, ben en fait, elle a été mise en œuvre d'abord parce qu'il y a des gens qui se sont dit partout, des journalistes, des rédactions, que c'était des principes qui avaient une valeur humaine, une valeur pour la fonction sociale du journalisme et au-delà, du droit à l'information fiable.